Bienvenue dans Une semaine dans le monde, l'actualité des 7 derniers jours vue par nos éditorialistes. Avec moi ce soir, José Manuel Lamarque, grand reporter, journaliste à France Inter et à France Info, spécialiste des questions européennes. Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction de l'Express, Alain Chalvron, grand reporter à France 2, et Nicolas Vado, vous êtes dessinateur pour les journaux belges Le Vif, l'Express et l'Écho, membre de Cartooning for Peace. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les quatre d'être ici ce soir. On va d'abord revenir sur la situation au Venezuela. Le bras de fer se poursuit en ce moment entre Juan Guaidó, le président par intérim autoproclamé, et le président chaviste Nicolás Maduro autour de l'aide humanitaire. Et comme symbole de ce duel, 2 concerts qui sont organisés en ce moment à la frontière colombienne. Vous voyez ces images en direct. Alors il y en a un côté vénézuélien, à l'initiative de Caracas, pour dénoncer une tentative d'intervention militaire américaine. Et puis l'autre est organisé à Cúcuta, côté colombien, par le milliardaire britannique Richard Branson, pour demander là l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. Une aide toujours bloquée que Juan Guaidó a promis de faire rentrer demain samedi. Quoi qu'il arrive, hier, il a quitté Caracas, en tout cas pour cette frontière colombienne, entouré d'un groupe de partisans. On va l'écouter, c'était avant son départ mercredi. Le 23, nous irons à tous les postes militaires pour demander que l'aide humanitaire soit admise, qu'ils nous permettent d'aider à sauver des vies dans notre pays et que nous ouvrions un corridor humanitaire. Cela ne sera pas suffisant, on le sait, pour faire entrer cette aide. On doit ouvrir ce couloir humanitaire coûte que coûte. Ce 23 février sera historique. Alain Chalvron, on assiste à un tournant dans cette crise vénézuélienne aujourd'hui. Avec ces 2 concerts, non, ça ne suffit pas, je pense, mais pour le moment, le tournant n'est pas... Avec toute cette mobilisation à la frontière. Pour le moment, le tournant n'est pas encore arrivé, mais il approche, visiblement. Ce qui est stupéfiant dans cette idée, y compris avec les 2 concerts, c'est que tout est double maintenant dans ce pays. Il y a 2 gouvernements, il y a 2 présidents, il y a 2 aides humanitaires, et puis il y a quoi? Il y a 90% des Vénézuéliens qui continuent à souffrir de carences alimentaires très graves. Alors, il faudrait, oui, qu'un jour ou l'autre, ça se termine, si possible sans intervention militaire. Mais c'est vrai que ça fait maintenant une quinzaine de jours que ça dure, cette situation duale. Et il faudrait qu'on trouve une solution, quand même. José Manuel Lamarque, est-ce qu'il y a un risque de dérapage armé ce week-end? On a entendu Juan Guaidó qui a dit l'aide humanitaire, elle arrivera samedi, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, bien sûr, il y a toujours un risque de dérapage armé au Venezuela. Rappelons qu'on est en Amérique latine. Il y a un régime communiste qui est en train de mourir, un autre régime soutenu par Washington. Moi, surtout, ce que j'espère pour le Venezuela et pour l'Amérique latine, c'est que Trump ne décide pas de refaire l'opération Condor. C'est ça le plus important. Remettre la main sur l'Amérique latine coûte que coûte. C'est ça qui est important. Bien évidemment, Guaidó sera le président. Bien évidemment, les chavistes sont en train de disparaître, soutenus par les opposants de Trump, bien sûr, entre autres Cuba. Et voilà, on est en Amérique latine, mais c'est vrai, Alain Chalvron a raison. Soutien de la Russie également. Soutien de la Russie, de Vladimir Poutine, mais Alain Chalvron a raison. Surtout le peuple vénézuélien qui, depuis des années, souffre, pas seulement de malnutrition, pas seulement d'une situation économique catastrophique. Et il faut rappeler quand même que le Venezuela est un grand producteur de pétrole. Donc c'est là où quand même il y a des questions qui se posent. Mais aussi par un pays qui vit sous la violence depuis des années. C'est ça aussi le Venezuela. Ils sont plus de 3,4 millions à avoir fui le pays selon les derniers chiffres de l'ONU qui ont été publiés aujourd'hui. Christian Macarian, c'est l'armée finalement, l'armée vénézuélienne aujourd'hui qui continue de bloquer la frontière. C'est elle la clé dans cette crise? En tout cas, elle est majoritairement pour ses chefs, puisqu'ils ont été nommés par le pouvoir actuel, du côté du pouvoir actuel. Mais ça ne donne absolument pas la juste mesure du soulèvement du peuple vénézuélien, dont
on a une très mauvaise évaluation, puisque justement on peut difficilement travailler dans ce pays, et que tout ce qu'on pourrait avoir comme information sur l'état réel d'éruption populaire est assez soumis à beaucoup de suspicions pour l'heure. Ce que moi je trouve très frappant, c'est que les États-Unis ont de toute évidence décidé d'en faire un test contre la Russie et accessoirement contre la Chine. L'aide américaine va commencer. Les Russes la taxent d'aide militaire, bien sûr, tout en faisant oublier qu'eux-mêmes ont des milliers de conseillers militaires présents au Venezuela, certes à la demande du gouvernement à l'époque de Chavez puis de Maduro, mais néanmoins, c'est les Russes qui ont militarisé, si j'ose dire, ce positionnement aux portes de l'Amérique. Donc, il y a un match très important qui se joue, une sorte de remake complètement dépassé du conflit Est-Ouest, mais là très localisé, avec derrière un enjeu important pour les États-Unis qui est Cuba. C'est-à-dire faire tomber le régime vénézuélien, c'est infliger une défaite totale et peut-être mortelle au régime cubain et éradiquer l'Amérique latine de là je parle du point de vue américain, fléau marxiste, entre guillemets. L'Amérique latine qui bascule à droite. Oui, justement, je pense qu'il faut, cette crise vénézuélienne, elle doit se comprendre un peu dans le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire une montée des populismes. L'Amérique latine qui a quasiment entièrement basculé à droite, il reste plus que la Bolivie et le Mexique qui est plutôt dans la social-démocratie, disons. Mais dans le contexte mondial de cette montée des populismes, le Venezuela se trouve pris en tenaille entre les deux grands. Et il ne faut pas oublier la Chine, Christian, oui. Parce que le vrai affrontement, c'est peut-être pour demain, mais ça se dessine entre les États-Unis et la Chine qui soutient le gouvernement de Maduro. Une entrée de l'aide humanitaire dans le pays, ça signifierait la fin du régime chaviste ? Je pense que c'est deux choses différentes. Une entrée de l'aide humanitaire, c'est d'abord pour le peuple vénézuélien lui-même. Maintenant, le régime chaviste, on sait pertinemment qu'il est mort, le régime chaviste, comme tu le disais tout à l'heure. C'est très clair. Ça, je pense qu'il faut bien séparer les choses. Il est mort, mais il est toujours soutenu. Oui, il est soutenu, mais maintenant du bout des lèvres. Il est soutenu du bout des lèvres. Qui dit Chavez dit Cuba. Christian Macarian avait raison tout à l'heure en parlant de Cuba. Voilà, on en est là. Et comme dit Alain Chalvon, c'est l'Amérique latine entière qui bascule dans le populisme, avec Bolsonaro, par exemple, au Brésil. C'est même plus que du populisme, je dirais. Le régime brésilien tel qu'il est apparu pendant la campagne, hein. Alors peut-être qu'ils vont modérer. Pour l'instant. Ils vont peut-être se modérer en étant au pouvoir, mais les propos de campagne de Bolsonaro étaient quand même très, je dirais, beaucoup plus extrémistes que populistes. Enfin, c'était l'éloge du régime militaire, c'était les opposants ont le choix entre la valise ou la prison. Enfin, c'était vraiment des positions extrêmement dures, hein. Oui. Ça nous rappelait quand même des années sombres de l'Amérique latine. Je crois que quand même, il y a une dimension géopolitique avec des implications partout, hein. Je prends plusieurs exemples. En fait, le Venezuela est un État qu'on connaît mal, mais il y a des implications incroyables. Savez-vous qui est le plus grand acheteur d'or vénézuélien? Car le Venezuela est un producteur d'or assez important, toujours. Eh bien, c'est la Turquie. Moyennant quoi, le président turc Erdogan soutient Maduro. Oui. Il y a des connexions très étroites avec la Chine, qui est un des principaux bailleurs de fonds aussi du Venezuela. Donc la Chine soutient le régime Maduro. La Russie, on l'a dit, on l'a abordé, et c'est traditionnel, puisque c'est une sorte d'extension de Cuba pour la Russie. Mais il y a aussi des États comme la Syrie, à supposer que ce soit encore un État ou un gouvernement, qui soutiennent le Venezuela. On assiste à des choses extrêmement bizarres. Alors la Syrie, c'est intéressant parce que contrairement à ce que font les Russes en Syrie, c'est-à-dire ils ont remporté en Syrie une victoire militaire totale, au Venezuela, ils sont en situation inversée. C'est-à-dire que c'est les États-Unis qui sont beaucoup mieux placés et ils disposent là d'un sérieux challenger en la personne de Juan Guaidó. Donc, parce que c'est aussi la zone d'influence des États-Unis. Oui, tout à fait. Donc,
traditionnellement... Si les États-Unis imposaient une leçon, infligeaient une défaite à la Russie par la chute du régime Maduro, au final, et par le triomphe de Juan Guaidó et la libération du peuple il y a des relents de guerre froide. Oui, ça serait une victoire considérable pour Donald Trump qui, en ce moment, est à la recherche d'une victoire. Oui, mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que la semaine dernière, la conférence de la sécurité internationale à Munich, on a bien vu se dessiner, peut-être guerre froide, les deux camps. C'est-à-dire le vice-président américain qui a dit que désormais, la nouvelle civilisation pour les États-Unis, c'est les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon. Il ne s'intéressait plus du tout à l'Europe, etc. Ça a été quelque part une victoire de Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Et on a vu aussi les Européens, entre autres Angela Merkel, puisque le président Macron n'était pas présent, Angela Merkel qui, dans son discours, s'est opposée au vice-président américain. Et on voit que là, peut-être les Européens commencent à comprendre qu'il faut aussi regarder du côté de l'Eurasie, c'est-à-dire cette alliance Russie-Chine et qui ne peuvent plus exclusivement compter sur les États-Unis. Non, mais de toute façon, Angela Merkel a été très claire depuis des mois. Elle a dit on ne compte plus sur les États-Unis d'Amérique. Pour les Européens, c'est très clair. Nicolas Vado, cette situation au Venezuela, elle a inspiré les dessinateurs de presse? Elle a inspiré certains dessinateurs. Et moi, j'ai entendu parler de la situation au Venezuela de l'intérieur il y a quelques années déjà avec Raima, qui est une dessinatrice de Cartooning for Peace, qui était très critique envers le régime de Maduro et qui a dû quitter le pays. Elle habite maintenant à Miami parce qu'elle ne pouvait plus travailler. Il faut savoir qu'au Venezuela, par exemple, il est interdit de caricaturer, non pas Mahomet, mais Hugo Chavez. Et donc ça en dit long sur l'état de la démocratie dans ce pays. J'ai deux dessins d'elle qui sont assez récents, qui sont ici, où elle montre le canal humanitaire, ce que ça pourrait donner. Donc n'oubliez pas qu'elle fait ses dessins depuis Miami parce qu'elle n'a plus le droit, elle n'est plus en sécurité si elle vit elle-même au Venezuela. Et il y a cet autre dessin-là sur Maduro qui est très explicite, je trouve, où elle montre que c'est une grenade qui m'a l'air peut-être dégoupillée ou pas, mais qui est en train d'exploser. Et alors, il y a une autre dessinatrice qui s'appelle Cam de la Fou, qui est vénézuélienne aussi, mais qui elle aussi vit à l'étranger, au Mexique en l'occurrence. Et là, elle ressuscite Freddie Mercury, c'est par rapport à ce concert où on a Peter Gabriel et Roger Waters des deux côtés, il me semble. Et vous voyez que dans la foule, il n'y a quand même pas grand monde pour soutenir Maduro en forme de Freddie Mercury. Et puis, il y a ce dessin que j'aime beaucoup de côté, qui est un dessinateur canadien, et qui nous montre, j'ai l'impression qu'on va passer d'un culte de la personnalité à un autre. C'est-à-dire qu'on va démonter le premier culte de la personnalité de Maduro à gauche pour reconstruire avec Guaido de l'autre côté. Je trouve ça un dessin qui est assez intéressant, c'est un dessinateur canadien. Et puis, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le grand jeu géopolitique. Ça, c'est Paresh, qui est un dessinateur indien, qui montre que, en fait, le Venezuela est un jeu d'influence pour plusieurs pays un peu partout. Oui. Et c'est marrant parce que Guaido, là, il ressemble à George Bush, je trouve. Il y a d'autres dessinateurs qui le représentent un peu comme Barack Obama. Je l'ai encore jamais fait, mais il n'est pas facile à faire, ce gars-là. Donc, il est difficile à cerner. Quand les dessinateurs n'arrivent pas à cerner un gars, en général, c'est qu'il y a anguille sous roche. Hein. Et puis, je termine par ce dessin que j'aime beaucoup de Rapé, qui est un dessinateur mexicain et qui montre que, à son avis, c'est un cheval de Troie, c'est-à-dire que les États-Unis veulent rentrer pour remettre la main sur l'Amérique du Sud, comme c'était expliqué tout à l'heure. Il est écrit « Nous allons aider les Vénézuéliens ». Oui. Donc voilà pour cette situation au Venezuela. On va bien sûr suivre ça de très près ce week-end, notamment demain samedi où l'aide humanitaire doit rentrer au Venezuela. En tout cas, c'est ce qu'a promis Juan Guaidó. On va parler à présent de l'Église catholique, qui était au cœur de l'actualité également cette semaine. Après la multiplication des scandales de pédophilie dans l'Église, le pape a lancé hier au Vatican un sommet inédit avec 190 évêques venus du monde entier. Il doit se tenir jusqu'à dimanche, 3 jours de réflexion consacrés à la protection des mineurs. Le pape François a appelé à des actes concrets et efficaces. On l'écoute tout de suite. Face au fléau d'abus sexuels commis par des hommes de l'Église contre des mineurs, j'ai pensé vous consulter, patriarches, cardinaux, archevêques, évêques, car nous devons tous ensemble entendre le Saint-Esprit et écouter le cri des jeunes qui veulent la justice.
Le poids de la responsabilité pastorale et ecclésiastique nous oblige à discuter ensemble de ce fardeau qui pèse sur notre rencontre. Nous devons sincèrement et profondément réfléchir sur la manière de faire face à ce mal qui afflige l'Église et l'ensemble de l'humanité. Christian Macarian, ce sommet inédit au Vatican, ça prouve que l'Église a pris la mesure de la crise? Je ne pense pas du tout qu'elle ait pris la mesure de la crise, tant la crise est profonde, grave. Et j'ai par exemple pour ami un ecclésiastique pour lequel que je tiens en très très haute estime, qui m'a dit, et je pense que c'est assez vrai, c'est la plus grave crise que traverse l'Église de Rome depuis la Réforme. Je rappelle donc, on est au XVIe siècle, la Réforme de Martin Luther et la contestation du pouvoir du pape. Et je crois que c'est très vrai. Il y a non seulement les affaires de pédophilie, mais il y a des affaires de viol, il y a des affaires de viol à l'intérieur de couvents de bonnes sœurs ou de religieuses de différents ordres. Il y a un livre très important qui est sorti cette semaine. On peut le discuter, on peut le contester. Sodoma. Mais qu'on le conteste ou pas, il y a un problème gigantesque. C'est que l'Église est devenue un lieu où beaucoup d'homosexuels trouvent refuge. Il n'y a aucun problème à être homosexuel, sauf que l'Église est contre l'homosexualité officiellement. Donc ça la met dans une position de mensonge, d'hypocrisie, de dissimulation. Donc ça fait énormément d'affaires. Et le pape, qui a vu tout cela de très loin, alors qu'il était archevêque de Buenos Aires, et le pape qui lui-même s'est déclaré très ouvert à l'évolution des mœurs. À propos des homosexuels, interrogé par une journaliste brésilienne, il a répondu qui suis-je pour juger? Qui sono io per giudicare? Et il se trouve confronté à un problème dont, disent les vaticanistes, l'ampleur est telle qu'elle aurait persuadé Benoît XVI, son prédécesseur, de démissionner. Benoît XVI, de renoncer. Une des raisons, oui, de renoncer à son mandat, une des raisons de son renoncement serait l'ampleur prise par ces scandales d'abus sexuels, ou tout simplement, sans aucun abus sexuel, le fait que l'Église soit devenue un lieu où on ne pratique pas les valeurs qu'elle réclame. Donc la question fondamentale, et je laisserai la parole à mes camarades après avoir dit cela, ce n'est pas de savoir si l'Église, en interdisant le célibat des prêtres, engendre des abus, des dérives et des comportements extrêmement inacceptables. La question, c'est de savoir si ce n'est pas parce qu'elle offre un sanctuaire et la certitude d'une sécurité et d'une opacité totale que l'Église n'attire pas à ce point tant d'individus menaçants pour tant d'autres. Et je crois que c'est une question tout à fait essentielle. C'est ça que ce conclave est en train de... On va en reparler dans la deuxième partie de cette émission. Dans quelques instants, restez avec nous sur France 24. Tout de suite, la deuxième partie d'une semaine dans le monde avec nos 4 éditorialistes. José Manuel Lamarque, grand reporter, journaliste à France Inter et France Info, spécialiste des questions européennes. Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction de l'Express, Alain de Chalvron, grand reporter à France 2. Et puis Nicolas Vado, dessinateur pour les journaux belges Le Vif, l'Express et l'Echo, membre de Cartooning for Peace. Alors on va continuer à parler de ce sommet inédit qui se tient au Vatican jusqu'à dimanche. Il a débuté jeudi. Jeudi, oui c'est ça. L'Église catholique donc au cœur de l'actualité. Oui. On va écouter tout de suite des témoignages de victimes de prêtres pédophiles, des victimes qui ont fait le déplacement à Rome pour l'occasion. Et puis on en reparle juste après. Les personnes qui se suicident à cause de la pédophilie sont vraiment trop nombreuses.
Nous, les victimes, nous sommes trop nombreuses. J'aimerais qu'il y ait plus de personnes derrière moi. Il faut que tout cela s'arrête. Et là, derrière, ils peuvent le faire. C'était mon dernier certificat d'innocence. Il m'a amené à ce petit séminaire et j'ai été molesté sexuellement par un prêtre quelques années là-bas. Et après mon école primaire, c'était terminé. Je n'ai fait que survivre. Aujourd'hui, c'est mon dernier certificat d'innocence. Venir en public dire « j'ai été abusé et l'Église doit arrêter ça ». Alain de Chalvron, cette réunion en ce moment au Vatican avec tous ces évêques, ça arrive trop tard pour l'Église? Il vaut mieux tard que jamais. Hein. J'ai passé 6 ans à Rome comme correspondant, je m'occupais du Vatican. On ne parlait pas du tout de tout ça, rien du tout. C'était des rumeurs, on savait vaguement qu'il y avait des affaires de pédophilie, mais bon, on n'en parlait pas, il n'y avait pas de dénonciation, c'était sous le boisseau. Et c'est ça le problème de l'Église, Christian l'a dit très justement. Parce qu'il y avait cette omerta qui durait depuis des siècles en réalité, avec ce système judiciaire interne du Vatican. Finalement, oui, c'était un refuge pour des pervers qui ont pu assouvir leurs propres désirs. Alors, il y a la pédophilie, ça sort maintenant depuis 5-6 ans, quelque chose comme ça, sous Benoît XVI. Hein, voilà. On commence à savoir toute l'ampleur du phénomène, mais il y a un autre phénomène qui est en train de sortir. J'ai vu un film en avant-première qui va sortir le 5 mars. En France, sur Arte, sur une enquête formidable qui a duré 2 ans sur les viols de bonnes sœurs par des curés. C'est absolument terrifiant. Alors parce que ça, on n'en avait aucune idée. On n'en parlait même pas comme des rumeurs. Bon, on se disait, il y avait peut-être des cas comme ça de relations sexuelles entre des femmes et des hommes au sein de l'Église, mais enfin pas de viol. Là, on se rend compte que, par exemple, dans certains pays d'Afrique, vous aviez des mères supérieures qui mettaient leurs filles, enfin les sœurs, sur le trottoir, littéralement, qui se transformaient en mères maquerelles, réellement, qui les poussaient à l'avortement, c'est qui est dans l'Église un crime impardonnable. On se rend compte que c'est universel, c'est en Europe, c'est en Afrique, c'est en Amérique. En Amérique, la personne qui a fait l'enquête estime que ce sont 2 sœurs sur 3. Vous imaginez? Alors, justement, il n'y a pas la même perception en Afrique, par exemple, de la pédophilie aujourd'hui. Enfin, sur les continents, ces affaires ne sont pas vues de la même manière. Le problème est le même. Je pense que ce synode, il arrive malheureusement peut-être tard, mais il faut enfin que l'on parle, que l'on dise les choses. Moi, je parle comme journaliste, mais je suis aussi baptisé catholique. Hein. J'ai fait une partie de ma scolarité dans des écoles catholiques. Je vous rassure, il m'est rien arrivé. Mais il faut dire les choses. Cette église du silence, cette église où on a enseigné pendant des siècles le dolorisme, parce que si on ne souffrait pas, on ne pouvait pas accéder au paradis, en gros. Et si on était méchant, on allait en enfer. Cette église qui imposait le silence à tout le monde. Cette église catholique qui a créé le missel parce qu'il était interdit de lire la Bible. Il était interdit de lire la Bible, mais on rêve. Alain de Chalvron et puis Christian Macarian ont raison. C'est bon ce qui se passe en ce moment. Moi, j'étais au Vatican sous Benoît XVI, au moment, à Pâques, au moment où les affaires de pédophilie ont commencé à être un petit peu susurrées. J'avais rencontré un prélat au Vatican, cardinal français, et quand je lui ai parlé des affaires de pédophilie, il m'a répondu, vous savez, moi, j'ai passé toute ma vie au Vatican, je n'ai jamais rencontré un pédophile de ma vie, je ne sais pas comment c'est fait. Voilà la réponse que j'ai obtenue. Alors, il y a le cas des bonnes sœurs qui sont violées, il y a le cas des pédophiles, il y a le cas aussi dans Sodoma, ce livre de notre confrère de France Culture, longue enquête sur le Vatican, où on s'aperçoit que les prélats du Vatican, qui sont les plus durs, homophobes, conservateurs, sont eux-mêmes homosexuels. Il y a aussi la question des bébés volés en Espagne de 1936 à 1990, où les filles-mères accouchaient et on leur volait le bébé pour donner le bébé à des familles du régime, et jusqu'en 1990. Et c'était l'Église. Hein. Et c'était l'Église qui s'en chargeait. Enfin, c'est une Église catholique qui est loin des préceptes autant du Christ que de Saint Paul, qui est quand même le grand fondateur de la chrétienté. 1051, les catholiques se séparent des orthodoxes. Les orthodoxes se sont mariés, oui, comme beaucoup. Alors, le célibat du prêtre, les prêtres étaient mariés jusqu'au Moyen-Âge. Encore des prêtres mariés, m'a dit Alain Chalvron encore aujourd'hui. Il faut arrêter tout ça. Comment un prêtre qui
qui n'est pas marié, qui n'a pas de vie familiale, peut enseigner à ses ouailles comment doit être la vie d'une famille. C'est pas possible. Maintenant, il faut casser tout ça. Il ne faut pas détruire l'Église catholique, bien sûr, mais n'oublions pas que c'est la première fois que nous avons un pape qui est jésuite et qui sait ce qu'il fait. Et on comprend aussi pourquoi Benoît XVI a renoncé. Maintenant, ça suffit. Il faut tout dévoiler. Il faut arrêter cette chape de plomb qui existe dans toute l'Église catholique et au Vatican. Et il faut aussi que les catholiques se sentent mieux dans cette Église et qu'on arrête l'obscurantisme. Et voilà, c'est ça qui est important. Christian Macarion, un dernier mot. Ce qui est très difficile pour cette institution 2 fois millénaire, c'est de résister à une vague de révélations pareilles. Non pas parce que ce sont des scandales sexuels extrêmement choquants et extrêmement nombreux qui sont révélés, mais parce que c'est le principe même du fonctionnement de cette institution, de la base au sommet qui est en cause et sur la place publique, à savoir le silence et le fait d'échapper aux lois civiles, démocratiques du reste du monde. L'Église ne peut pas poursuivre sa carrière, si j'ose dire, à l'écart des lois civiles. Est-ce qu'il peut en sortir du concret de cette... Qu'est-ce qu'il en sortira de concret? C'est vraisemblablement des décisions... par exemple, faire entrer beaucoup plus de laïcs dans l'institution et essayer d'ouvrir les portes qui étaient closes. Mais ça va être un travail c'est que le début, finalement. Oui, je pense que le pape François va plaider, et il peut l'imposer, c'est quand même le patron de l'Église, va plaider pour que la justice des hommes fasse son travail, y compris sur des hommes. Il y ait moins d'opacité, justement, sur toutes ces procédures. Cette espèce de justice interne qui ne punissait rien, qui vraiment était d'une opacité totale. Je crois que ça, il veut y mettre fin. Dans le film que je vous citais sur les viols de bonnes sœurs, on voit une bonne sœur qui a porté plainte devant la justice des hommes. Une seule, et elle a été déboutée parce qu'il y avait prescription. Mais je pense qu'il faut dire aussi une chose, il y a des prêtres, il y a des prélats qui sont des gens très honnêtes, qui sont en phase avec ce qu'ils vivent. Il ne faut pas dire que tous les curés, tous les cardinaux sont des salauds, c'est pas vrai. Il y a des brebis galeuses, il faut séparer le bon grain de l'ivraie, mais je pense qui salissent l'image globale. Voilà, il y a aussi des prêtres et des prélats et des évêques qui sont mal à l'aise aujourd'hui et qui vivent ça très très mal. Cela aussi, il ne faut pas les oublier. Et des fidèles également. Et aussi des fidèles et aussi des bonnes sœurs. Il ne faut pas l'oublier, il faut pas tout jeter à la poubelle. Mais c'est salutaire que maintenant ça arrive grâce aussi à un pape jésuite. On va voir ce qui va se passer au Vatican, on va voir ce qui va se passer dans le monde catholique. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de catholiques qui pour eux, cette chape de plomb, cette chape de silence et d'obscurantisme devenait insupportable. Il ne faut pas oublier que Saint Jean de la Croix a été mis en prison. Saint Jean de la Croix en prison par les siens parce qu'il avait dit que Dieu est néant. Il fallait comprendre Saint Jean de la Croix. C'était salutaire pour l'Église, nécessaire en tout cas pour l'Église de faire ça. Nicolas Vado, qu'est-ce que ça donne en dessin? Ça donne beaucoup de choses. Je vous montre que ce qui est publiable parce que vous pensez bien qu'il y a du moins publiable. C'est vraiment, moi j'ai été à l'école catholique aussi. Ça a fait de moi un non-croyant, on peut dire. Mais moi je crois que l'obscurantisme, il fait partie de l'ADN de l'Église catholique, malheureusement. Hélas. Parce que moi je me souviens quand j'étais à l'école catholique, je posais déjà des questions sur la foi. Et qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est croire en des choses incroyables sans avoir le droit de les débattre. C'est à l'opposé de la démocratie. C'est pour ça que je pense que l'obscurantisme fait partie de l'ADN de l'Église catholique. Alors on a plusieurs dessins qui montrent plusieurs choses du scandale. On a un dessin de Rodriguez qui est très bien, ou qui montre vraiment, on a la fable avec le loup et les petits-enfants qui vont se faire manger. Ce dessin de Coste en Belgique que je trouve fantastique, c'est un dessin qu'il a fait il y a quelques années. Et qui dit tout, je trouve, parce que la soutane devient un parapluie. C'est un dessin qui est très simple et très beau. Un autre que le même Coste a fait de la même manière, qui est un dessin à la fois très sobre mais extrêmement violent en même temps. Et je trouve que ça en dit beaucoup. La plupart des dessins qui assurent les crimes de pédophilie sont souvent muets, parce que c'est difficile de faire quelque chose de rigolo là-dessus, évidemment. Vous avez ce dessin récent de Job Bertram que j'aime beaucoup. Là, c'est sur l'homosexualité. Alors, est-ce qu'ils se mettent la tête dans le sable? Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ça, je ne sais pas. Je vous laisse imaginer ce que vous ne voyez pas. Mais c'est assez intéressant. Ce dessin de Carrie que j'aime beaucoup parce qu'il est très drôle et très fin finalement. Au début, on comprend pas trop et après, on arrive à voir. Et moi, la première fois que j'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Et puis après, j'ai vu, je trouve ça très drôle. Et je termine par deux dessins à moi qui ont une petite histoire, parce que ça, c'est un dessin que j'ai publié cette semaine.
Il est interdit de violer les petits garçons, mais avec un préservatif, n'aggravez pas votre cas. Et ça, c'est un dessin que j'avais essayé de publier il y a 10 ans en Belgique, parce qu'on a eu l'affaire de l'évêque de Bruges en Belgique, qui était du côté flamand, ce qui était l'affaire du trou du côté francophone. Il a abusé pendant 28 ans d'enfants et de dizaines de centaines d'enfants. Tout le monde le savait, on n'avait rien dit. Et ce sont des dessins que je ne pouvais pas publier à l'époque. Et celui-là, je l'ai publié, il est passé comme une lettre à la poste cette semaine. Et un autre dessin que j'avais fait... Les mentalités ont changé. Un autre dessin que j'avais fait en 2002. Et celui-là aussi, je m'étais pris à 8 ou 9 fois pour arriver à le publier, parce que ce qui était étonnant, c'est que même si nous sommes dans des sociétés séculaires, il y a quand même ce poids judéo-chrétien qui est là. Et si ces scandales sexuels étaient arrivés, je ne sais pas, dans la police, dans l'éducation, n'importe où, ça serait sorti plus vite. Mais puisque c'était, dans le cas de l'affaire de l'évêque de Bruges en Belgique, c'était dans notre bonne conscience judéo-chrétienne, j'ai mis des mois à pouvoir passer un dessin comme ça que j'ai publié après 8 tentatives. Je ferai la différence entre catholique et judéo-chrétien quand même. Oui, oui. Parce que nous avons quand même des orthodoxes qui sont très intéressants. Un peu plus que les catholiques. Et je suis marié avec une anglicane, qui sont quand même beaucoup plus... Alors là, si c'est une succursale... On va revenir à présent, car le temps passe vite. On va revenir sur cette semaine, cette mobilisation contre l'antisémitisme en France, un phénomène en hausse dans l'Hexagone, plus 74% en 2018. Phénomène en hausse également dans toute l'Europe, notamment en Allemagne. Ces derniers jours, plusieurs actes antisémites ont marqué les esprits. Il y a eu l'agression contre l'académicien Alain Finkielkraut à Paris, en marge d'un défilé des Gilets jaunes le week-end dernier, ou encore la profanation d'une centaine de tombes dans un cimetière juif du Bas-Rhin. Emmanuel Macron n'a pas participé au rassemblement organisé mardi à Paris, mais lors du traditionnel dîner du CRIF, le chef de l'État a annoncé des mesures mercredi, notamment une prochaine loi en mai contre les propos haineux sur Internet, la dissolution de 3 associations d'extrême droite et une redéfinition de l'antisémitisme. On l'écoute tout de suite. Qui ne voit que l'antisémitisme se cache de plus en plus sous le masque de l'antisionisme? La France, qui, comme vous l'avez rappelé, l'a endossé en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. José-Manuel Lamarque, elle est adaptée, cette réponse politique d'Emmanuel Macron? C'est adapté dans le sens où il faut dire ça suffit. Notre confrère tout à l'heure parlait des judéo-chrétiens. Les juifs sont arrivés par exemple en France avec les légions romaines. Et les juifs, les Français juifs ont aidé à la construction de la France. Au XIXe siècle, il y a eu des juifs qui sont venus de Lisbonne, de Francfort, d'Istanbul, les Camandos. Reprenons le livre Le dernier des Camandos de Pierre Assouline. Ces Français juifs ont aidé à la construction de la France, l'ont sorti pour la révolution industrielle. Il y a des Français qui sont juifs, ils sont au nombre à peu près de 500 000 aujourd'hui. Alors, pas d'amalgame sur l'antisémitisme, c'est pas seulement l'extrême droite, il y a aussi des islamo-gauchistes, il y a aussi le salafisme, souvenons-nous de Mohamed Merah. Il y a un antisémitisme, pourquoi ? Parce qu'il y a un antisémitisme qui voudrait que les juifs détiennent le monde, les juifs ont tout, les juifs comme... Non, c'est pas ça, la vérité c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise face à certaines réalités. Et moi, cet antisémitisme, je m'insupporte. Tout simplement, il y a une seule règle à gagner. Il y a des Français qui sont juifs depuis des siècles. Et des Français des Juifs qui sont devenus Français. Moi, j'habitais, quand j'étais enfant, rue Saint-Paul, donc à 2 encablures de la rue des Rosiers. Il y avait des Ashkénazes, après on avait arrivé les Séfarades. C'est quoi la règle? Pourquoi il y a l'antisémitisme? Parce que ce sont des gens d'une religion différente qui, entre guillemets, il faut dire les choses, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens d'autres religions qui sont contre les Juifs, entre guillemets, se lèvent le matin pour aller travailler. Et les enfants les voient se lever le matin pour aller travailler. Et donnent à leurs enfants, depuis toujours, une éducation, quelquefois en plusieurs langues. Et cette éducation qu'on donne aux enfants font des hommes et des femmes responsables qui vont aussi travailler. C'est ça la raison de l'antisémitisme. Il y a des gens qui sont jaloux, il y a des communautés qui sont jalouses parce que, soi-disant, le Juif réussit. C'est pas vrai que le Juif réussit. Le Juif, il est comme les autres, il travaille. Et s'il travaille, il arrive à quelque chose. Et la règle, je pense qu'il faut dire aujourd'hui, moi, je le redis, je ne supporte pas l'antisémitisme parce qu'on est en train de montrer un peuple. Et il y a des Juifs français et des Français juifs, ne l'oublions pas, et nous avons eu la rafle du Veldiv, ils sont toujours là. Il y a des Allemands juifs, il y a eu la Shoah, ils sont toujours en Allemagne. C'est simple. Il y a des gens qui ne supportent pas, entre guillemets, la vie de l'autre. Et la vie de l'autre, c'est se lever le matin pour aller travailler. C'est la base de l'humanité.
Christian Macarian, Emmanuel Macron intègre, on l'a entendu, l'antisionisme à la définition d'antisémitisme. Mais en revanche, le chef de l'État ne souhaite pas pénaliser l'antisionisme. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, parce que c'est très difficile, même s'il y a un vote de l'ONU, alors qu'il va dans le sens inverse, qui condamne le sionisme comme une forme de racisme. C'est un vote qui a été évidemment acquis grâce au soutien très actif et à une campagne organisée par des pays musulmans il y a de nombreuses années maintenant. Mais moi, ce qui me frappe, c'est, à travers la phrase du président Macron, comment anti-judaïsme, antisémitisme, antisionisme, comment ce phénomène que l'on peut appeler globalement d'antisémitisme est incroyablement polymorphe et mutant. Il y a celui du 19e siècle, il y a celui du 20e siècle qui culmine avec la Shoah, il y a celui des années qui suivent la décolonisation, il y a celui du début du terrorisme, il y a un antisémitisme islamiste et il y a un islamo-gauchisme qui, quelque part, je ne veux pas dire du tout qu'il a le moindre rapport avec l'antisémitisme, mais légitime la théorie selon laquelle, au nom d'un post-marxisme, Israël serait un État ultra-capitaliste, ultra-oppresseur. Donc, je comprends très bien que le président ait adopté cette attitude, mais je crois aussi qu'il faut le dire, il y a l'importation sur le territoire national français et d'une manière générale européen du conflit israélo-arabe non réglé qui s'est traduit par l'échec de l'arabisme et des grands nationalismes arabes et la montée des intégrismes musulmans, puis des fondamentalismes, puis du salafisme. Et l'histoire a éclaté en France, elle est le fait d'un salafiste. Ça n'est pas du tout par hasard. Et je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. Il y a de l'antisémitisme classique, alors là, je pense gaulois ou d'autres sources, comme on l'a vu dans les cimetières d'Alsace. Médiocre. Mais il y a un antisémitisme d'origine salafiste, ou en tout cas fondamentaliste, musulman. Et c'est cette superposition et cette mutation comme un monstre qui polymorphe, qui changerait de forme au fur et à mesure, qui fait que l'antisémitisme est une donnée absolument majeure de nos sociétés de cette période du début du XXe siècle. Et tant qu'on ne combattra pas cela par l'éducation, je veux dire, les lois ne suffiront pas. Alain de Chalvron, c'est symptomatique d'une crise de la démocratie aujourd'hui, cette hausse de l'antisémitisme, on l'a vu, qui prend plusieurs formes. Écoutez, je pense que c'est vrai qu'il y a l'importation chez nous et ailleurs du conflit du Moyen-Orient. Il y a un conflit avec deux parties et les deux parties peuvent se retrouver sur le territoire national. Une crise de la démocratie, je pense que c'est quand même lié à cette montée, qu'on en parlait tout à l'heure, des populismes qu'on peut qualifier de néofascistes quelque part, dans toute l'Europe, et en particulier une montée aussi de ce courant-là en France. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé avec ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est la façon dont l'antisémitisme était devenu désinhibé. On pouvait se déclarer comme ça, antisémite, interpeller Filkenkraut directement, ou bien, pire encore, souiller des cimetières. Vous vous souvenez, tous ces gilets jaunes qui faisaient comment on appelle ça, la quenelle sur le... Est-ce que la libération de la parole sur les réseaux sociaux a joué... Alors, c'est en partie les réseaux sociaux, mais pas seulement quand même. Hein, ça s'est fait sur la place publique. Alors, pour ce qui est... Si, Alain, parce que quand vous êtes, par exemple, journaliste et que vous êtes d'origine juive, sur Wikipédia, vous avez immédiatement votre nom et à côté, accolé à vos origines. Oui. Et alors, oui, mais je sais, il y a beaucoup de gens qui l'ont constaté. C'est très facile. Vous allez sur Google. Il y a une espèce de facilité quand même intervenue, accélérée par les réseaux sociaux. Je vous rends la parole. Alors, sur la question de l'antisionisme, antisémitisme et antisionisme, là, je pense que c'est quand même... c'est un peu dangereux de faire une équation antisémitisme égale antisionisme.
ça peut être une entrave à la liberté d'expression, par exemple, sur la politique israélienne. D'abord, je dirais que le sionisme, c'est une idéologie, par extension, c'est la politique israélienne d'une façon générale. Et cette politique, elle est critiquée par des juifs eux-mêmes, et elle est critiquable en soi. D'ailleurs, la position du gouvernement français est critique à l'égard, par exemple, de la colonisation de la Cisjordanie. Donc, c'est légitime que cette politique israélienne puisse être critiquée sans être taxée d'antisémitisme à partir du moment où on émet une critique. Et vous avez raison, la deuxième raison pour laquelle je m'insurge contre cette équation, c'est que oui, c'est quand même une liberté d'expression qu'on doit maintenir. On doit pouvoir critiquer la politique israélienne sans être taxé d'antisémitisme. Oui, deux choses. Souvenons-nous, il y a quelques années, je ne me souviens plus, l'élection américaine, il y avait un colistier d'un président américain, on le présentait toujours comme juif américain. C'était la facilité de langage. Il y a une vingtaine d'années, on avait une émission d'information sur France 2 où les deux producteurs et journalistes étaient juifs et tout le monde disait dans le milieu, entre eux, ils parlent hébreu. Voilà. Et la troisième chose, n'oublions pas que Alain Finkielkraut a été insulté par un homme qui est aujourd'hui arrêté, qui fait partie de la mouvance salafiste. N'oublions pas que cet homme a dit à Finkielkraut, la France, elle est à nous. La France, elle est à nous. Comme s'il y avait une mainmise du salafisme sur la France. Ça, c'est très important. Et ça aussi, il faut le relever. Et c'est la raison pour laquelle cet antisémitisme est détestable, d'où qu'il vienne, que ce soit de l'islamo-gauchisme, du salafisme ou de l'extrême droite. Nicolas Vado, les dessins. Il y a plusieurs dessins. C'est pas facile de dessiner et d'être pertinent sur des dessins comme ça. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné non plus. L'antisémitisme, ça tient aussi au fait que les juifs sont beaucoup moins nombreux. C'est beaucoup plus facile de s'en prendre à des gens qui sont beaucoup moins nombreux. Si vous demandez autour de vous combien il y a de juifs en France, combien il y a de juifs sur Terre, mais vous entendez des chiffres qui sont hallucinants. Donc il y a une méconnaissance aussi par rapport à ça. Alors il y a ce dessin-là de Delande paru dans le Canard enchaîné que j'aime beaucoup. Vous avez dit antisémitisme, non à l'anti-insoumitisme, ce qui, l'air de rien, montre un peu la position pour le moins ambivalente de Mélenchon par rapport à ce qui s'est passé récemment. Ce dessin-là que j'aime beaucoup de Géo paru dans Marianne, juste au moment où j'arrive à bien dessiner la croix gammée, parce que c'est un truc, vous remarquez, la croix gammée, vous en voyez partout, mais elles sont souvent dessinées n'importe comment, parce que c'est un truc qui est quand même difficile à décider, donc j'aime beaucoup, parce que ça montre la connerie profonde de ces gens-là, par le dessin, ce que je trouve très intéressant. Ce dessin-là, beau temps sur la France, de la serpe, entre deux averses d'insultes antisémites, et j'aime bien la tête du gars qui est un peu renfrogné comme ça, il se dit, bah oui, ça nous tombe dessus, c'est un peu difficile. Ce dessin-là de Kurz sur les deux faces des gilets jaunes, que j'aime pas mal aussi, parce que ça dit pas mal de choses. Et alors, il y en a un qui est très très drôle, qui est celui-là, de Charmag, punir sévèrement l'antisémitisme. J'ai condamné à lire les œuvres complètes de Finkielkraut. C'est amusant d'arriver à rire sur un sujet aussi grave. Et ça, c'est un dessin que j'ai fait il y a 1 an sur Ken Loach, qui avait été fait docteur honoris causa à l'ULB à Bruxelles, et ça avait fait un grand débat parce que Ken Loach a des positions sur la question qui sont extrêmement problématiques aussi. Et je voulais montrer que les extrêmes se rejoignent dans un cercle finalement. Ils sont très, très éloignés, mais en fait, ils ne sont pas si loin que ça. On va, pour finir, s'intéresser à l'Algérie. On n'aura pas vraiment beaucoup de temps d'en parler, mais je sais que vous avez préparé des dessins justement sur cette mobilisation, cette nouvelle mobilisation qu'il y a eu aujourd'hui, notamment à Alger, contre le fait que le président Abdelaziz Bouteflika se représente pour un 5e mandat pour les élections d'avril prochain. On va regarder les dessins et si on a le temps, on va commenter ça juste après. Alors j'ai 2 dessins, ils nous sont arrivés aujourd'hui de Loïc qui travaille en Algérie pour Al-Watan. Les Algériens disent non au 5e mandat. Vous voyez l'état de la chaise roulante qui est assez rigolo. Et puis il y a celui-là aussi, les Algériens en colère. Je rajoute non au 6e mandat, sait-on jamais, en 2024. Il pourra ajouter le 7e et le 8e parce qu'il risque d'être élu à titre posthume, hein, Bouteflika, comme c'est parti. Et puis ce dessin de Damien Glé que j'aime beaucoup. Je vous avais promis une photo de monsieur Bouteflika en pleine forme. Oui, c'est pas Boumedienne à côté parce que ça nous montre... on l'a pas vu depuis longtemps, Bouteflika. On sait pas. Oui, il est très affaibli depuis. Oui, mais est-ce qu'il est toujours là ou pas? On sait même pas en fait.
Si, on l'a vu quand même sur une chaise roulante. Sur une chaise roulante. On l'exhibe de temps en temps. Mais il fait très peu d'apparitions. Vous savez ce qu'a dit François Hollande en 2015, je vous le lis quand même parce que je trouve ça... Un dernier, on lit ça et puis... Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Voilà. Ouais. Alors, c'était en 2015. D'ici 2015 à aujourd'hui, je pense qu'il y a une dégradation. Il y a quand même 4 ans qui ont passé. Un dernier mot, la plupart des chefs d'État sont élus pour leur capacité. Celui-là veut être élu, en tout cas son entourage veut qu'il soit élu pour son incapacité. Voilà. Je pense qu'il faut aussi rappeler que la manifestation d'Alger a été pacifique. Il n'y a pas eu de casse, il ne s'est rien passé. Ça a été fait dans le plus grand pacifisme. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été présents pour cette émission. Restez avec nous sur France 24, l'information continue bien sûr.